Non. N-O-N. 3 lettres. Un mot au sens multiple que chacun d'entre nous ici a déjà entendu des milliers de fois depuis notre enfance. Plus précisément, on entend ou on prononce en moyenne 38 fois par jour le mot non. Cet adverbe anodin d'une seule syllabe porte cependant en lui une incroyable charge émotionnelle et psychologique. Un non, on l'associe au rejet, au refus, à une interdiction et à la négation. Et en fait, cette négativité, elle va créer chez l'être humain une cascade de réponses tant affectives que psychiques et surtout physiologiques, positionnant naturellement notre organisme dans un mécanisme de défense. Un non, on l'emploie également afin de poser des limites. Ces limites, elles nous permettent une forme de protection dans la quête vers l'acheminement de nos objectifs. L'être humain, il se prête alors en permanence à un exercice d'équilibriste où il doit jouer entre dire non et dire non au non. Je m'appelle Gaspard Hospitalier. Salut. J'ai 28 ans, je suis docteur en pharmacie, diplômé d'HEC et entrepreneur. Et dans ma vie, trop souvent, on m'a dit non. Le 16 juin dernier, j'ai réalisé mon premier Ironman en 13h36 minutes. Quand cette idée a émergé dans mon esprit 5 mois avant la ligne de départ, accomplir 180 km, accomplir 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon de 42 km semblait impossible pour quelqu'un qui ne savait pas nager, n'avait pas de vélo et n'avait jamais couru plus de 10 km. Mes proches partageaient cette opinion. Pour eux, non seulement c'était impossible, mais c'était surtout dangereux. Naturellement, ils m'ont dit non. Et cela a généré en moi un stress, ainsi qu'un sentiment que cet objectif était fou et hors de portée. Le non externe s'est progressivement internalisé. Petit à petit, il s'est propagé à l'intérieur de mon corps et de mon esprit, à l'image d'un virus qui, après avoir pénétré une cellule, en modifie le fonctionnement de l'intérieur. Le non s'infiltre et réécrit lentement notre code interne, transformant la confiance par des limitations et des doutes. Maintenant, je vais vous demander un petit temps d'introspection. La dernière fois que l'on a dit non à l'un de vos objectifs, ou pire encore, à l'un de vos rêves, comment avez-vous réagi physiquement et mentalement? Si je vous fais ça vous parle peut-être pas. C'est normal, je caricature et je le fais très mal. Mais ça, c'est une mâchoire qui se contracte. Maintenant ça, là on est dans le vrai. Les poings qui se ferment, les muscles et le visage qui se crispent. Tout ça est une conséquence directe d'une tension musculaire lorsqu'on reçoit un non. Maintenant, le cœur qui s'accélère. Et je ne parle pas du cœur qui s'emballe quand on croise le regard d'une personne dont on est secrètement amoureux. Non. Je parle du cœur qui s'accélère en réponse à la libération d'adrénaline qui stimule les récepteurs du cœur, augmente la fréquence cardiaque et crée ce qu'on appelle une vasoconstriction, c'est-à-dire un rétrécissement des artères. Ce qui est intéressant, c'est que ces réactions physiologiques, elles vont directement avoir une influence sur notre perception du possible. C'est-à-dire qu'un non que l'on reçoit a un impact sur notre corps qui va se répercuter directement sur notre tête. En d'autres termes, à force de recevoir des noms et d'y réagir, notre mental finit par accepter et conscientiser ce non. Le non reçu devient alors un non que l'on s'impose à soi-même, transformant une objection collective en une barrière personnelle. Et ça, d'un point de vue hormonal, ça va créer un déséquilibre. D'un côté, le non que l'on s'impose accroît le sentiment de stress via la libération de cortisol, l'hormone du stress. De l'autre, il entraîne une diminution de la libération de la dopamine, l'hormone du bonheur, ce qui entraîne une baisse de la motivation. On a donc augmentation du stress, baisse de la motivation. Pouf! Meilleur cocktail pour nous faire baisser les bras. Mais tout ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est une réaction naturelle de notre organisme, de notre corps et de notre esprit à une situation de stress. Plus exactement, il s'agit d'une réaction à un stimulus externe qui découle en partie de notre évolution, de l'évolution de notre espèce en tant qu'être humain,
au fil des siècles. Et cette évolution, elle nous amène aujourd'hui à percevoir les menaces sociales comme aussi dangereuses que les menaces physiques. Les menaces sociales comme aussi dangereuses que les menaces physiques. Ok. Pour expliquer ce propos, on va rentrer un peu dans la science. Un non, ça provoque du stress. Et ce stress va venir activer une zone du cerveau très importante qu'on appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est une petite amande présente dans notre cerveau qui est responsable de la gestion des émotions, mais c'est également cette zone qui va être activée lorsque l'être humain se retrouve face à un dilemme où il doit choisir entre fuir ou combattre. Historiquement, cette zone elle était activée chez nos ancêtres lorsqu'ils se retrouvaient nez à nez face à un mammouth. On avait un mammouth, un stress, et donc la décision par nos ancêtres de fuir, ou pour les plus téméraires, le combat. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est cette même zone qui s'active lorsque de nos jours, on reçoit un non. On a donc un non, le stress, un blocage émotionnel, et malheureusement pour la plupart d'entre nous, une fuite. Le non, c'est donc devenu un peu le mammouth des temps modernes. Et ça laisse à réfléchir la prochaine fois qu'on va vouloir prononcer un non face aux ambitions d'un proche, d'un ami, ou même d'une connaissance. On dit qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Cela semble d'autant plus vrai lorsque c'est pour prononcer un non restrictif. Alors après, je vous l'accorde, on va peut-être pas tourner notre langue 7 fois dans notre bouche avant les 38 noms que l'on prononce par jour, soit l'équivalent de 266 mouvements de langue. Mais on peut quand même se poser la question. Si un non peut avoir un tel impact sur notre corps et sur notre esprit, pourquoi l'être humain l'emploie-t-il 14 000 fois par an? Eh bien, il s'agit là simplement d'un aspect essentiel de la communication humaine, d'un instinct naturel de l'homme, le besoin d'établir des limites, d'exprimer un rejet ou de se défendre. Limite, rejet, défense. Des mots relativement rattachés au champ lexical du frein. Frein à l'accès à notre plein potentiel, frein au dépassement de soi, ou encore frein à l'aventure. On vit donc dans un monde où le virus du non, se propage plus rapidement que l'ensemble des virus présents sur une rame de métro, puisqu'il se propage non pas au contact avec la peau, non pas via la salive, mais par la parole et les mots. Et face à ça, même un masque FFP2 n'y peut pas grand-chose. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Il est marrant le pharmacien. D'habitude, il veut nous vendre des compléments alimentaires et des médicaments sur lesquels il se fait une marge de fou. Et là, il nous parle d'un virus pour lequel il n'y a pas vraiment de traitement. Vous avez raison, elle est là la question. Une fois qu'on est contaminé par ce virus du non, que faire? Eh bien, 2 options se présentent à nous. L'accepter et le laisser se propager, moyen. Ou, de la même manière où l'on pourrait faire appel à notre système immunitaire pour nous défendre contre un virus, décider de l'affronter. C'est d'ailleurs cette proactivité vis-à-vis du non qui nous définit en tant qu'espèce humaine et nous distingue des animaux. Malheureusement, cette capacité elle n'est pas systématiquement utilisée par chacun d'entre nous. Un système immunitaire se renforce lorsqu'on l'expose à un virus. N'en déplaise aux antivax, c'est le principe même de la vaccination. La vaccination expose notre système immunitaire à une version affaiblie ou inoffensive d'un virus, permettant à notre corps de produire ce qu'on appelle des anticorps et de développer une mémoire immunitaire. Mais ce qui est fou, c'est que face à un virus du non, il s'agit principalement du même mécanisme. C'est-à-dire que notre capacité à tolérer et à surmonter un non dépend en grande partie de nos expériences passées à ce non et de la manière dont nous avons réagi. Nous ne faisons cette fois-ci pas appel à notre mémoire immunitaire, mais à notre mémoire émotionnelle. Pour développer cette mémoire émotionnelle, on fait appel à une zone du cerveau très importante qu'on appelle le système limbique. C'est ce système qui stocke les émotions associées aux situations similaires rencontrées par le passé, permettant ainsi de développer notre mémoire émotionnelle. Ok, j'en ai peut-être perdu plus d'un là. On va reprendre un peu plus simplement. En gros, si on a déjà été confronté à un non, et qu'on a su faire preuve de résilience pour surmonter ce non, pour surmonter cet obstacle, notre cerveau, via ce fameux système limbique,
se souvient de ces expériences de réussite et nous incite ainsi à persévérer. À l'inverse, sans ces expériences de résilience, le non il va être vécu plus intensément, rendant le rejet beaucoup plus dur à surmonter, rendant ce virus du non beaucoup plus dur à combattre. Bien, c'est plus ou moins ce qui s'est passé face au nom de mes proches à l'annonce de mon Ironman. Alors, disclaimer, mes parents sont dans la salle, bien entendu que leur non était certainement très bienveillant et visait à me protéger. Mais je dirais que ce non, il m'a pas vraiment fait réagir, ou alors qu'au contraire, il m'a galvanisé. Pourquoi ? Bien parce que des noms comme celui-ci dans ma vie, j'en ai reçu pas mal. Au lycée. Non monsieur, vous n'allez pas pouvoir faire une première année de médecine, ce n'est absolument pas fait pour vous. Pourtant je l'ai fait, je l'ai tenté, je l'ai réussi. Non mon gars, tu vas pas faire HEC après avoir fait 6 années d'études en pharmacie, ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi pas après tout ? C'est ce qui m'a permis d'acquérir une double casquette scientifique et médicale indispensable à mon métier d'aujourd'hui. Enfin plus récemment. Non. Nous ne croyons pas en votre business model. Nous n'allons pas pouvoir vous accompagner sur cette levée de fonds. Celui-ci, je l'ai un peu encore en travers de la gorge. Mais bon, c'est ces expériences passées et de la manière dont je les ai surmontées qui ont grandement contribué à développer ma résilience émotionnelle, ma mémoire émotionnelle, me permettant ainsi de prendre ma décision finale, c'est-à-dire de dire non au non, et donc de dire oui à cet Ironman. Dans le monde du sport, il existe un phénomène très répandu qu'on appelle l'effet Bannister. En 1954, Roger Bannister est devenu le premier athlète au monde à courir 1 mile, soit pour nous francophones, 1,6 km, en moins de 4 minutes, réussissant un exploit que des années d'échecs, d'efforts, de sueur avaient fait paraître impossible. Ce qui est intéressant, au-delà de ce succès, c'est qu'une fois ce record affranchi, des dizaines d'athlètes qui jusque-là échouaient ont réussi peu de temps après à courir ce fameux mile en moins de 4 minutes. Avant cette performance de Bannister, cet exploit semblait physiologiquement, mentalement, inaccessible, en grande partie à cause des croyances collectives, mais également à cause des limitations perçues par les athlètes eux-mêmes. Mais Bannister, en venant s'affranchir de ce record, a initié ce qu'on appelle un déblocage mental collectif. En gros, les experts répétaient sans cesse et sans cesse que c'était impossible. Bannister, en disant non à ces noms, a non seulement réussi cet exploit, mais il a permis, via un changement de perspective, à des dizaines d'athlètes de le réaliser. Le cerveau a donc intégré l'idée que c'était possible, et le corps a réagi en conséquence. Mentalement, un déblocage s'est créé, physiologiquement, des adaptations se sont faites. En venant à valider une croyance limitante qui influençait inconsciemment les capacités des athlètes, scientifiquement, notre cerveau, s'est réadapté pour accepter ces nouvelles perspectives, modifiant ses connexions neuronales. En fait, ce phénomène s'appelle la neuroplasticité, et il représente la capacité de notre cerveau à se réorganiser, à se remoduler, à créer des nouvelles connexions neuronales en fonction des nouvelles expériences et des nouveaux apprentissages. De plus, cette acceptation que l'impossible devient possible va faire subir à notre corps des adaptations profondes. On parle de physiologie du corps sous pression. Et concrètement, ça se traduit par une meilleure consommation d'oxygène dans les muscles, une meilleure oxygénation musculaire, mais également la capacité de notre corps à mobiliser beaucoup mieux ses réserves, notamment ses réserves de glycogène dans les muscles. Et le glycogène, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu comme le carburant d'une voiture. Donc si notre corps il est capable de mieux mobiliser notre carburant, nos glycogènes, nos muscles vont être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus résistants, permettant ainsi aux athlètes de maintenir une intensité d'effort plus élevée, plus longtemps. On voit donc bien que face à l'adversité, nous sommes sans cesse confrontés à des allers-retours entre notre corps et notre tête. D'une part, pour intérioriser cette adversité, d'autre part, pour la conscientiser. Dans la descente, lorsqu'on reçoit un non, c'est d'abord le corps qui réagit instinctivement, les fameux poings qui se ferment, puis le mental et l'esprit qui l'acceptent et le conscientisent. Le corps le dit, la tête le vit. Le corps dit non, la tête dit non. À l'inverse, dans la remontée, lorsqu'on cherche à dépasser ce non, c'est d'abord la tête qui en est à l'initiative et le corps
qui, en s'adaptant, concrétise ce dépassement. La tête le dit, le corps le vit. La tête dit non au non, le corps dit non au non. Tout part des limitations que l'on s'impose à soi-même. L'effet Bannister tiré du monde du sport s'applique à chacun d'entre nous ici, dans notre quotidien. Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas quitter ce CDI qui nous déplaît tant? Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas aller demander cette augmentation que l'on mérite tant? Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas aller parler à cette personne dont on est secrètement amoureux? Eh bien, tout simplement parce qu'on a peur des noms. Parfois, ce nom provient de nous-mêmes, parfois, ce nom provient des autres, parfois, c'est les deux. Les gens vous diront non lorsque vous cherchez à dépasser les limitations de leurs barrières personnelles. Mais cependant, les limitations ne sont que des perspectives. C'est-à-dire, si une personne vous dit non à l'annonce de la création de votre business, il y a fort à parier qu'elle vous dise cela, mais qu'elle n'ait jamais elle-même lancé son propre business. Si une personne vous dit non à l'achat de votre premier dossard pour un marathon, il y a de grandes chances qu'elle vous dise cela, car votre volonté de vous dépasser la fait sortir elle-même de sa propre zone de confort. On comprend donc bien que les noms que l'on reçoit n'ont de pouvoir que ceux qu'on leur accorde. Un nom est et se doit de rester une information et pas un verdict. Au lieu de se dire « je ne peux pas, car on m'a dit non, je ne peux pas, car je me suis dit non », pourquoi ne pas plutôt se dire « quels apprentissages vais-je pouvoir tirer de ce non ? Et surtout, que va-t-il se passer dans 3 semaines, 3 mois, 6 mois, 6 ans, si je commence à dire non au non ?» Eh bien, dire non au non, c'est transformer 38 refus potentiels en d'incroyables aventures. Et comme le disait l'écrivaine Helen Keller, soit une vie remplie d'audacieuses aventures, soit rien du tout. Dire non au non, c'est enfin décider d'aller affronter ce virus. Dire non au non, c'est enfin décider d'aller affronter ce mammouth. Dire non au non, c'est choisir l'aventure plutôt que rien du tout. Merci.